Merci de vous asseoir, de nous rejoindre. On va commencer très rapidement. C'est avec un plaisir non fin et une forme de joie aussi qu'on se retrouve cet après-midi pour la REF Topéco 2024 avec, là encore, un sujet brûlant, attractivité économique et RH du territoire. C'est Pierre-Olivier Naud qui nous en explique en quelques mots la genèse. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci Boris. Monsieur le préfet, cher Pierre-Henri Durand, merci de votre présence ici. Madame la présidente, chère Carole Delga, merci de votre présence également. Et monsieur le maire président, cher Jean-Luc Moudinque, merci pour votre présence aussi. J'en profite, ceux qui l'ont oublié également, pour dire qu'on a aujourd'hui avec nous le président de la commission des finances du Sénat. Et à quelques semaines de l'examen du projet de loi des finances 2024, ta présence, cher Claude, est importante aussi à nos côtés. Merci infiniment. La salle se remplit petit à petit, elle est plus pleine que ce matin, j'en suis ravi. On a 820 inscrits au total pour la journée, donc ça va tourner. Donc je suis très heureux de vous avoir. Juste vous dire, Madame la Présidente, Monsieur le maire président et Monsieur le préfet, que je suis très heureux que vous ayez accepté très spontanément, je dois le dire, de participer à cette journée du MEDEF. Et je suis heureux également de donner l'opportunité aux entrepreneurs de notre département de vous entendre sur ce sujet de l'attractivité, avec deux points essentiels en ce qui nous concerne, je dirais trois. Un qui est celui global du dialogue social et du paritarisme en France. Et j'en ai déjà parlé avec vous, monsieur le préfet, que le gouvernement actuel a un petit peu mis de côté dans les dernières années et qui nous tient énormément à cœur. Et ce n'est pas juste pour faire, nous, du syndicalisme de base, bien au contraire, parce qu'on pense qu'on doit participer au débat et à la fabrication de la loi. Mais également à l'échelle régionale et locale, ce sont des points qui nous tiennent terriblement à cœur. La nécessité de construire ensemble et pas une façade, bien au contraire. Donc c'est le premier élément important. Le deuxième élément, c'est l'amour que tous nous portons à notre territoire, dont je sais que vous le connaissez. Cet amour-là, il s'incarne à travers notre volonté d'attirer encore plus d'entreprises chez nous. Et pour ce faire, on a besoin d'un territoire qui soit dynamique sur le plan fiscal, bien évidemment, attractif, et qui donne envie de s'installer chez nous et d'y rester. Et puis, troisièmement, c'est intéressant parce que hier, j'étais à la réunion des 6e de mon fils avec pas mal d'écoliers de la France et du monde entier qui s'est installé ici à Blagnac. Et je me suis demandé si ces enfants de 11 ans, finalement, auraient envie de rester ici après leurs études à Toulouse. Et qu'est-ce qui leur donnerait envie de rester à Toulouse? Et qu'est-ce qui donnerait envie à tous, en France et ailleurs, de venir s'installer dans notre beau département, notre belle région? Et bien ça, je pense qu'il y a des politiques locales qui doivent le faciliter et le permettre, encore une fois dans un esprit de dialogue avec les entreprises. Et c'est pour ça que je suis très heureux que vous ayez accepté de participer à cette discussion, tous les trois, à l'échelle de l'État, de la région, de la métropole et de la mairie. Merci infiniment. Et enfin, j'ai demandé à Valérie Jiménez, présidente déléguée du MEDEF 31, merci beaucoup Valérie, d'animer cette discussion table ronde. Voilà. Sous vos applaudissements, ce sera une comodération avec Anthony Assemat, qui est rédacteur en chef d'Entreprise Occitanie et qui est le responsable du Topéco qui nous sera révélé tout à l'heure. Venez me rejoindre sur scène. Carole Delga, Jean-Luc Moudinque, Pierre-André Durand, Valérie Jiménez, Anthony Assemat. Allez, encore un petit tour de chauffe, on les applaudit chaleureusement. Vos micros sont ouverts. Les micros sont ouverts, c'est bon.
Merci à vous en tout cas pour votre participation à ce débat sur l'attractivité des territoires. Effectivement, aujourd'hui, l'Occitanie attire beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, c'est une évidence. Donc on va voir effectivement avec les élus ici présents comment se matérialise cette attractivité, quels sont les leviers effectivement pour attirer les entreprises. Et donc je laisse la première question, je laisse Valérie Jiménez, donc vice-présidente déléguée du MEDEF Haute-Garonne, poser la première question. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et bienvenue parce que je vois qu'on est quand même nombreux et nombreuses, donc très fière d'avoir justement toutes ces personnes autour de nous pour nous entendre. Carole, chère Carole, Madame la Présidente, je pose la première question. Comment faire pour que la capitale de l'Occitanie soit dans la shortlist des investisseurs et investisseurs et des entreprises qui souhaitent s'implanter ou développer leur activité? Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, la première condition nécessaire, mais non suffisante, c'est tout d'abord une connexion rapide. Parce qu'en tant que présidente de région, quand nous devons attirer des investisseurs en Occitanie et sur la capitale régionale, nous voyons bien que ce qui nous est présenté comme un point faible, voilà, c'est la distance par rapport à Paris, par rapport au hub international. C'est clairement ce sujet. Et cela veut dire, il faut se parler vrai, que pour compenser ce handicap, ça veut dire qu'il faut que les chèques soient plus gros. Voilà, ça veut dire que la région Occitanie, elle donne des dispositifs d'aide pour l'implantation qui sont plus élevés que les autres régions, quand Lyon est à 2 heures de Paris ou Bordeaux à 2 heures. Ça, c'est la première des conditions, parce qu'il est nécessaire d'avoir une offre ferroviaire qui soit performante. Et tant que nous serons à au-delà de 4 heures, nous aurons vraiment une difficulté. Il faut avoir cette lucidité. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir un écosystème, dans le jargon techno, qui soit favorable. C'est-à-dire qu'il faut avoir un système de formation qui soit vraiment très performant. Et c'est pourquoi, avec Jean-Luc Moudenc, nous nous battons pour que sur Toulouse, il y ait une université qui soit dans la dynamique de rassemblement à l'international. Parce que quand on veut avoir un écosystème universitaire qui ait une visibilité à l'international, c'est l'université de Toulouse qui doit briller, qui doit attirer. Après, bien entendu, je connais les spécificités entre nos différentes universités, entre nos différentes grandes écoles, mais vu d'autres capitales, vu de Berlin, vu de Boston ou vu de Tokyo, c'est Université de Toulouse. Et cela, c'est absolument indispensable. Quels que soient les talents des individualités, des équipes, il faut avoir une offre universitaire en formation initiale, mais en formation continue également, une formation d'enseignement supérieur, exactement, il n'y a pas que l'université, une formation d'enseignement supérieur qui soit très, très performante, très adaptée aux étudiants, mais également à l'adaptation des salariés aux nouveaux enjeux, bien sûr, enjeux du réchauffement climatique, sur les nouvelles fonctions dites vertes, également enjeux sur la question de la réindustrialisation, parce que nous devons remettre en place des formations pour acquérir cette souveraineté industrielle. Et puis également, il faut toujours être très performant sur la question de la recherche et l'innovation. C'est-à-dire que nous avons bien sûr acquis une renommée à l'international grâce à l'aéronautique. Et là, nous devons continuer à démontrer que nous sommes des leaders sur la recherche et l'innovation. Alors, il y a la recherche privée, mais aussi il y a la recherche publique soutenue par l'État, par également les collectivités publiques. Et ça, c'est fondamental parce que je rappellerai qu'à l'échelle européenne, sur les 20 premières régions, en termes d'efforts PIB sur la recherche et le développement, il n'y a qu'une région en France qui est classée, c'est l'Occitanie. Et ça, par contre, c'est un vrai atout. Quand je dois batailler pour l'implantation avec d'autres pays ou avec d'autres capitales régionales, cette question
de la recherche et l'innovation, c'est fondamental. Et puis après, on met en avant la qualité de vie, l'accès à la santé, la question de l'accès au logement. Attention, là, grosse menace sur ce sujet, parce que nous ne produisons pas assez de logements en France, ce n'est pas propre là à l'Occitanie, et les différentes mesures qui ont été prises récemment par le gouvernement risquent, je ne le souhaite pas, mais risquent quand même d'aggraver fortement la pénurie de logements, et cela veut dire que ça va être un frein pour l'attractivité économique, ça va être aussi un facteur de tension sociale très très forte, parce que nos populations, elles ont droit à un logement digne. Et là, donc, nous avons tout cela à mettre en œuvre. Et la région y prend sa part, bien sûr, comme la métropole, que ce soit sur le financement des TGV, sur la question du financement aussi et de la capacité de conviction pour le rassemblement sur l'aspect enseignement supérieur, que ce soit sur la recherche et l'innovation. Et puis, on a quand même la chance, que ce soit à Toulouse ou en Occitanie, d'avoir un cadre de vie quand même qui est agréable et où nous avons un territoire qui est peu pollué et qui sait concilier gastronomie, beaux paysages, patrimoine, enfin voilà, la plus belle région. Hein, voilà. Oui, du coup, c'est vrai que tu as répondu aussi à la deuxième question par rapport à comment attirer les talents dans la capitale d'Occitanie et surtout répondre aux besoins en recrutement des entreprises. Et particulièrement, moi, je rajouterais sur aussi la partie d'alternance, parce qu'on a parlé des talents universitaires, mais c'est vrai qu'on peut aussi faire, et de plus en plus, on le voit, de l'alternance et surtout continuer à faire de l'apprentissage. Moi, je vois qu'il y a aussi Pôle emploi qui est dans la salle, Annick qui est par là. Voilà. Et pour moi, c'est important en fait que l'on continue à travailler tous ensemble parce que c'est notre intérêt. Je pense que Carole vient de le souligner avec tout ce que tu viens de dire, mais de travailler en fait les entreprises et donc toute la partie publique, privée et publique, parce que c'est important justement de continuer à être tous ensemble et pas regarder que devant sa porte, parce qu'on a un territoire qui est assez vaste, mais au-delà, on parle de la France entière et on doit attirer, essayer d'être un peu moins râleur, comme on a même vu pour la Coupe du Monde où moi, je trouve qu'on doit attirer au-delà de nos frontières et essayer de ne plus passer pour des râleurs et se dire qu'en France, il fait bon vivre. C'est ce que l'on montre tous les jours, mais essayer d'attirer justement au-delà de nos frontières. Oui, parce que sur la question de la difficulté de recrutement, les prochaines années vont être très complexes en Occitanie, parce que c'est la région de France où la dynamique de création d'emplois est la plus forte. Elle va être même plus forte que pour Île-de-France. Et donc, malgré la dynamique, l'attractivité démographique, parce que sur l'aire urbaine toulousaine au sens large, c'est-à-dire au-delà du périmètre de la métropole, c'est à peu près 20 000 habitants. À l'échelle de nouveaux habitants chaque année, à l'échelle de l'Occitanie, c'est 43 000 nouveaux habitants. Et ce sont des actifs qui viennent. On n'est pas la région Sud-PACA où c'est plutôt des retraités. Et donc, malgré cette attractivité, il y a un tel besoin de création d'emplois dans les 3 prochaines années. Il y a une étude de l'INSEE qui a été faite qui est très intéressante, en liaison avec vous, les chefs d'entreprise. C'est nous allons être la région la plus en tension parce que la dynamique est telle sur l'aspect industriel, sur l'aspect aussi biosanté, sur l'aspect numérique et sur l'aspect aussi filière des énergies renouvelables. Donc là, nous allons devoir travailler en PAC. Ça, c'est le terme adapté pour la région Occitanie à plusieurs titres. Et c'est vrai qu'il faut savoir travailler public, privé. Et tu l'as cité avec Pôle emploi. Nous faisons partie des régions de France qui, depuis des années, nous travaillons en très bonne intelligence avec Pôle emploi. Et moi, je n'ai jamais revendiqué que Pôle emploi soit sous la tutelle de la région parce que dans les faits, on s'est bien réparti les rôles sur la question des financements. Moi, je n'ai pas voulu de financement croisé, on s'est répartis, on a fait une dérogation qui avait été acceptée
il y a de ça quelques années au niveau gouvernemental, et on fait en sorte de former les demandeurs d'emploi aux besoins des entreprises. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le taux de chômage a diminué plus fortement en Occitanie qu'à l'échelle française, et que maintenant, ce sont des personnes très éloignées de l'emploi, et c'est plus la question des places de formation qui est en jeu, c'est la question des freins. Donc pour aller se former, c'est l'aide à la mobilité, l'aide à la garde d'enfants. Et c'est pourquoi, quand nous avons fait, il y a de ça maintenant 18 mois, le pacte pour l'embauche, et quand on avait travaillé avec le MEDEF, et je salue Sophie, la première des choses là, que tu m'avais dit, il y a la problématique de la garde d'enfants. Et c'est pourquoi je ne l'avais pas mis en place il y a de ça 7 ans, parce que ça ne me semblait pas adapté, alors que, par exemple, le président de la région Hauts-de-France l'avait mis en place. Mais là, on était obligé de s'adapter à une nouvelle réalité, et c'est pourquoi la région aide les 3 premiers mois pour la garde d'enfants, c'est-à-dire c'est quand une famille monoparentale reprend un travail, les 3 premiers mois, le compte en banque est en général très bas, voire vide, et au moins les 3 premiers mois, c'est la région qui paye, c'est même pas l'avance, qui paye la garde d'enfants, pour après se reconstituer un petit matelas financier et après pouvoir assumer cette question de la garde d'enfants. Donc c'est vrai que là, on doit vraiment travailler en PAC, et puis surtout, on doit être vraiment très évolutif, et ça, c'est aussi avec l'État, parce que nous avons pris l'habitude, à partir vraiment de, ça a été renforcé au moment du Covid, et donc le partenariat État-région en Occitanie, il est très souple. C'est vrai, bon, même si avec monsieur le préfet de région, on se voit toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine, avec la DRETS également, nos équipes fonctionnent, et ce qu'on fait en sorte, comme on a une région très dynamique, c'est de nous adapter aux besoins des entreprises, parce que d'une année sur l'autre, il peut y avoir des variations qui sont assez fortes. Et là, le couple État-région aussi, il est en PAC pour vraiment travailler l'ensemble des acteurs publics, et bien sûr l'État au premier rang, mais également l'ensemble des acteurs privés. Moi, je crois vraiment à une société qui concilie les enjeux. Je pense qu'on a besoin les uns des autres, et ce qu'on veut, c'est que notre pays puisse retrouver en souveraineté dans un contexte quand même international géopolitique très inquiétant, qui a des fortes conséquences sur la question du prix de l'énergie, du prix également des matières premières. Et donc il faut retrouver cette souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire ou alimentaire, mais il faut en même temps réussir la transition écologique énergétique. Et donc il faut vraiment là aussi investir dans les métiers verts et dans les transports collectifs. Oui, merci Carole. Je passe la parole à Anthony. Alors, et c'est vrai que l'esprit d'équipe est important. On est quand même dans la capitale du rugby, donc c'est important de dire qu'en fait on doit vraiment continuer à marquer des essais ensemble et ensuite de les transformer. Donc je te passe la parole, Anthony. Merci Valérie. Monsieur Moudin, vous êtes maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. On a des chefs d'entreprise dans la salle, effectivement. On a parlé de choses positives ou négatives. On parle beaucoup des crises, effectivement, actuelles, mondiales ou européennes. On va parler des projets, on va parler positifs. Quels sont aujourd'hui les projets en cours dans la métropole, les grands chantiers? Donnez-nous quelques optimismes, on va dire, pour nos chefs d'entreprise. Bien, bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Alors les projets, il y en a beaucoup. Il y a des projets qu'on mène en commun, Carole en a parlé, parce qu'effectivement l'analyse qu'elle a faite, c'est une analyse très partagée. La question de la mobilité, elle est importante tout à la fois pour attirer et nous relier à l'extérieur, mais elle est importante aussi pour le quotidien en interne. Donc la mobilité, je dirais que c'est l'essentiel de nos projets. Donc nous sommes ensemble sur la LGV, dans le cadre d'un accord où il y a 25 collectivités aux côtés de l'État, aux côtés de l'Union européenne. Nous sommes également ensemble dans une vision des mobilités de manière plus centrée sur le territoire. Vous savez que nous avons démarré à la fin de l'année dernière le grand projet de ligne C du métro. Je rappelle que de tous les investissements de transport en commun en France en ce moment, c'est le projet le plus important après celui de Paris, et la région est à nos côtés. Pourquoi ? Parce que
nous essayons toujours dans cet esprit de fédérer les énergies. Nous essayons de concevoir, et nous avons conçu cette ligne comme devant s'articuler avec le réseau régional de transport ferroviaire et faire en sorte qu'il y ait des gares qui soient aussi des stations de métro. À 5 endroits, ça sera le record par rapport aux 2 lignes existantes. Alors le projet est lancé, le projet avance bien. C'est un chantier un peu perturbant, il faut bien le dire. Il y a 2 années un peu dures à passer. Après, l'intensité de la gêne va baisser. Les projets, c'est également, sur le plan économique, d'être dans ce que le législateur nous a donné comme mission. Sur le plan économique, le législateur, en 2015, a réparti, et pour ma part, j'ai toujours dit que c'était une bonne répartition, les rôles entre la région et la métropole. La région est chef de file de l'économie, elle donne les orientations, elle soutient les filières, elle est aux côtés des entreprises pour leur développement, leur création. Notre rôle à nous, c'est de créer des adresses pour permettre l'atterrissage des entreprises qui veulent investir ici, qui veulent se développer. Et on a donc plusieurs projets dans le cadre d'une mission qui est traditionnellement la nôtre, qui est celle d'aménageur du territoire urbain. C'était le rôle des mairies, c'est aujourd'hui désormais le rôle des collectivités intercommunales et donc de la métropole. Et donc nous spécialisons un certain nombre de territoires. Toulouse Aérospace, à Montaudan, c'est l'aéronautique, l'espace, les systèmes embarqués. L'oncopole, c'est l'oncologie et au-delà de la seule oncologie, tout ce qui est santé du futur. Matabio, où on démarre les choses, en lien d'ailleurs avec la région, c'est quelque chose qui va être dédié au numérique. On va aménager quelques 50 000 m² pour le numérique. Je rappelle que le numérique est un des secteurs les plus dynamiques de notre économie. Nous avons également un nouveau projet à Francazal, après avoir acheté des terrains auprès de l'État. Là, ça sera un enjeu centré sur les mobilités. Et donc, notre rôle, c'est celui-là, accueillir les entreprises qui veulent s'implanter, qui veulent se développer. Donc, les projets sont nombreux. Et puis, il y a également des projets de logement. On parlait de la question du logement, parce que ce n'est pas la peine de vouloir accueillir de l'économie si on n'est pas capable de loger les gens. C'est une question extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que sur le plan du raisonnement, tout le monde l'admet. Sauf que quand il y a un projet d'urbanisme près de chez soi, on voit rarement des manifestations pour dire bravo, vive le logement, on en veut davantage. Voilà. Donc c'est un travail difficile pour nous, les élus, aggravé par la conjoncture nationale que chacun connaît. Donc nous développons aussi beaucoup de projets en matière de développement. Donc voilà quelques-uns des projets. Après, il y a, parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus comme avant, il y a pour tout projet une déclinaison développement durable. Tout ce que l'on fait désormais dans tous les domaines est scandé selon les critères du développement durable. Et donc la fabrication de la ville de demain, l'élaboration des projets d'aujourd'hui et du futur, ils sont désormais tous conçus pour répondre à cet enjeu qui est capital face au réchauffement climatique. Alors on a de ce point de vue-là un grand projet qui est très emblématique, c'est la transformation de l'île du Ramier. La transformation de l'île du Ramier, elle a été rendue possible grâce à l'implantation du MIT ici. On a fait de pierre deux coups, hein, avec le MIT qui a été conçu lui aussi avec des principes durables. Je rappelle que le MIT produit davantage d'énergie qu'il n'en consomme. Nous avons permis le développement économique. On est passé de 50 événements pour la dernière année au vieux parc des expos à 70 l'année dernière et à quelques 80 événements cette année. Donc c'est de la création d'emplois. Et donc une pierre deux coups, je dis, puisque l'île du Ramier, elle est libérée de cette emprise
et que nous en faisons un poumon vert avec à terme quelques 5000 arbres qui vont être plantés et des passerelles qui, à la fin de cette année, permettront un accès, là aussi, selon ces principes nouveaux, puisque cet accès sera réservé et organisé pour les piétons et les cycles. Voilà, je ne suis pas exhaustif, hein, mais je vous donne un petit peu quelques illustrations de l'approche qui est la nôtre. Permettez-moi de terminer cette réponse avec 2 chiffres. Lors du précédent mandat, 2014-2020, nous avions investi au total 4,5 milliards d'euros. Je dis au total, c'est-à-dire la métropole, la mairie de Toulouse, Tisséo et les entités. Sur ce mandat, on est à 7,5 milliards. Et ça aussi, je pense que c'est important de le dire, parce que dans la conjoncture actuelle qui est marquée par beaucoup de pessimisme, c'est important de dire que l'on fait des choix qui sont audacieux, qui sont positifs, qui sont volontaristes et qui permettent de conforter l'attractivité de notre territoire, en même temps que de produire de la qualité de vie pour celles et ceux qui y vivent, en matière de sécurité, en matière d'équipement public de proximité, et puis bien évidemment en matière de végétalisation de la ville. Quelle est, au quotidien, finalement, concrètement, la collaboration entre les entreprises et la métropole? Quels sont les leviers, quels sont les outils à disposition des entreprises? Voilà, comment sont-elles, aidées concrètement aujourd'hui? Quels sont les leviers et les relations que vous avez avec les entreprises? Alors d'abord, une fois de plus, hein, nous sommes dans notre rôle. Ce qui veut dire que la loi ne prévoit pas, par exemple, d'intervention financière directe de la métropole, en fait des métropoles, vers les entreprises. Donc notre relation, elle consiste véritablement à les accompagner dans leurs projets et leur permettre l'implantation. La collaboration, elle est à travers les différents campus que j'ai cités. On a thématisé les différentes adresses que j'ai indiquées, et donc forcément, avec les entreprises de chacun des secteurs concernés, nous avons un dialogue permanent, parce que bien évidemment, quand il s'agit de concevoir une adresse thématisée, mieux vaut la concevoir en lien avec celles et ceux qui sont les acteurs du secteur concerné et qui ont une expertise que nous n'avons pas. Il y a une autre approche à laquelle je tiens beaucoup dans le cadre du travail entre les entreprises et la collectivité, c'est l'agence d'attractivité. Ça, on l'a créé lors du précédent mandat. On a regroupé des structures qui étaient éparpillées et on a voulu faire en sorte que ça soit aussi un instrument de dialogue entre la collectivité et les entreprises qui sont les plus concernées, notamment dans le secteur touristique. Et je dois dire que depuis le départ, la Chambre de commerce et d'industrie, à travers ses présidents successifs, s'est toujours extrêmement impliquée dans cette agence, ce qui fait que on n'a pas conçu notre stratégie d'attractivité ou de promotion du territoire uniquement à partir de notre idée à nous, les élus, ou des compétences de nos collaborateurs, mais aussi avec le regard des entrepreneurs, avec leurs problèmes, avec leur sensibilité. Et l'outil se développe. Hein. Il a pour but de faire venir des entreprises, il a pour but de conforter le tourisme d'affaires, il a pour but de développer le tourisme, je dirais, d'agrément ou culturel ou patrimonial. Et c'est, me semble-t-il, un bon outil. Après, je pourrais citer, mais là aussi, je ne veux pas être trop long, je pourrais citer un nombre d'initiatives qu'on a prises depuis pas mal d'années pour être aux côtés des entreprises quand elles naissent, au niveau donc de l'accompagnement, de toute la fonction d'incubation ou d'accélération. On a là-dessus diverses adresses réparties sur la métropole. Peut-être puis-je citer un seul exemple pour ne pas alourdir mon propos, qui est celui du B612 à Montaudran. Ça a été un investissement considérable, 70 millions d'euros que nous avons porté et qui a permis d'accompagner, à l'heure où je vous parle, en 5 ans, quelques 52 entreprises dans le domaine de pointe de l'aéronautique et du spatial. À l'heure actuelle, il y a quasiment 900 emplois qui sont rattachés. C'est également l'adresse de l'intelligence artificielle, puisque nous sommes un des 3 sites en France, en dehors de Paris, à avoir obtenu
lorsque l'État a pris des décisions sur l'intelligence artificielle, que nous soyons choisis, c'est justement au B612 que ça se passe. Et c'est en cela que nous contribuons à l'innovation, notamment avec le pôle Aerospace Valley. Valérie. Oui, merci Anthony. Merci Monsieur le maire. Monsieur le préfet, j'ai une petite question sur l'emploi en difficulté, c'est-à-dire tous les secteurs en difficulté. Quelle est votre stratégie justement au niveau de la préfecture d'Occitanie en matière de développement de l'emploi sur notre territoire et justement dans les secteurs en difficulté? Bien, merci. C'est l'occasion pour moi, à mon tour, de saluer les chefs d'entreprise de la Haute-Garonne, les élus ici présents, et donc l'équipe du MEDEF de la Haute-Garonne. Alors, je voudrais peut-être faire une petite observation liminaire qui est très particulière à cette région, c'est cette pression démographique. Il y a été fait allusion. Nous avons la chance, vous avez la chance d'être dans une région très attractive et donc dans un département qui l'est tout autant, avec ses 43 000 nouveaux arrivants chaque année en région Occitanie, dont une part significative dans le département de la Haute-Garonne. Donc ça, c'est une chance. Mais ça implique aussi de très nombreux défis à relever, de logement, d'emploi, d'infrastructures, de transport. C'est évidemment quelque chose de particulièrement exigeant pour l'ensemble des pouvoirs publics. Donc, une région finalement attractive, une région dynamique sur le plan économique, et en même temps, un paradoxe, elle est très créatrice d'emplois. On a 30% des établissements qui envisagent au moins un recrutement en 2023, ça n'est pas rien. Et en même temps, il y a un des taux de chômage les plus élevés de France, avec 8,5% de la population active qui est au chômage contre 6,9% sur le reste du territoire national. Et donc, ça rejoint un petit peu votre préoccupation, qui est de dire comment, dans ce contexte-là, essayer de faire face à ces tensions de recrutement. Donc, l'État a réfléchi à un plan régional de lutte contre les tensions de recrutement, qui est d'ailleurs travaillé pour certains de ces axes avec le Conseil régional. Je les évoquerai très rapidement. Il y a un premier axe qui porte sur les filières qui connaissent les tensions les plus fortes. Je prendrai l'exemple de l'aéronautique. Airbus est ici présent, mais aussi d'autres acteurs de ce secteur. Nous avons constitué avec le Conseil régional une task force dédiée qui réunit donc tous les acteurs du service public de l'emploi autour d'actions très opérationnelles. On pourrait citer aussi l'exemple de l'emploi saisonnier, qui est stratégique là aussi dans la région, avec près de 200 000 saisonniers dans des secteurs très divers, le tourisme, l'hôtellerie, l'agriculture, etc. Et donc c'est évidemment quelque chose de tout à fait essentiel. Et on va signer également un plan pour certaines entreprises justement de travail saisonnier qui ont en plus des difficultés en matière d'hébergement et de mobilité. Le deuxième axe de ce plan régional, c'est l'accompagnement des TPE-PME, pour les aider à structurer leurs fonctions RH. Donc nous avons mis en place une prestation conseil RH, qui est un outil proposé par l'État et le Conseil régional. Là aussi, c'est un travail commun pour mobiliser les réseaux de conseillers présents au sein des OPCO ou au sein de Pôle emploi pour répondre de manière concrète aux attentes des TPE-PME. Le troisième axe, c'est la mise en emploi des publics qui en sont le plus éloignés. C'est le contrat d'engagement jeune, donc qui est un outil qui marche plutôt bien. 30 000 jeunes de la région ont pu bénéficier l'an dernier de cet accompagnement intensif. Donc je rappelle que ça concerne principalement les jeunes de 18 à 21 ans sans diplôme. Et les jeunes qui entrent dans ce dispositif, 76% ont pu accéder à un emploi dans les 9 mois qui ont suivi leur entrée dans le dispositif. Donc j'invite les chefs d'entreprise
rapprocher de Pôle emploi si c'était nécessaire pour être parfaitement informé de cet outil. Enfin, le dernier axe de ce plan régional, c'est l'anticipation des futurs besoins de recrutement autour des métiers d'avenir. C'est d'ailleurs l'ambition du grand plan France 2030. Et là, l'État accompagne et soutient financièrement le développement de formations dans des secteurs émergents, l'hydrogène, la bioproduction de médicaments, l'avion vert, l'intelligence artificielle, etc. Puisqu'on voit bien qu'il faut faire face à la fois à des besoins d'emploi qu'ont les entreprises, que vous avez dans des secteurs classiques, si j'ose dire. On parlait de l'hôtellerie, les exemples sont nombreux, mais il faut aussi se préparer, spécialement dans une région très active économiquement, à disposer d'une main-d'œuvre nécessaire et qualifiée pour des métiers du futur, pour des métiers émergents. Comment l'innovation est encouragée justement par l'État à travers votre rôle dans la région, et comment justement donner l'information aux entreprises pour accéder souvent aux fonds régionaux, par exemple je pense aux fonds verts notamment, il y en a d'autres. Quels sont les leviers finalement pour encourager l'innovation et la financer, bien sûr? Alors, pour financer, il y a ce plan très central qui est France 2030. Je rappelle que France 2030, ça n'est pas un nouveau plan de relance, c'est un plan très ambitieux, 54 milliards d'euros d'investissement au plan national pour relever les grands défis des transitions qui nous attendent, écologiques, numériques, technologiques. Alors, ce plan fonctionne bien, on le diffuse largement, on s'attache à le faire connaître. En Occitanie, nous avons déjà accompagné 313 projets qui mobilisent près d'1 milliard d'aides. Donc, il s'agit de projets de rupture, d'investissement très innovants. Encore une fois, j'insiste, ça n'est pas de la relance classique, mais c'est si des entreprises ont justement des projets, des actions très, très innovantes, encore une fois, et qu'elles n'arrivent pas à le développer ou auxquelles elles souhaitent donner une dimension industrielle et prendre à cet égard leur envol, c'est quelque chose qui peut être, c'est un dispositif qui peut être tout à fait aidant. Donc, il est très axé sur l'innovation, il est axé aussi sur la réindustrialisation de notre économie, puisque vous le savez, une des grandes orientations gouvernementales, c'est aussi de réinvestir, je dirais, notre souveraineté industrielle ici en France. Donc c'est un outil qui est, encore une fois, particulièrement puissant. Mais il y a aussi des outils Alors il y a d'autres fonds, le fonds vert, vous l'évoquiez, qui lui est très ciblé sur les questions, je dirais, de transition écologique et de transformation. Il est très utilisé par les collectivités locales, mais pas seulement. En tout cas, c'est une aide au développement significatif. Mais à côté des fonds, il y a aussi un cadre juridique qui évolue. C'est l'objet du projet de loi sur l'industrie verte qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et qui devrait être examiné en commission mixte paritaire à l'automne, puisque l'objectif de la loi, c'est d'accélérer l'implantation de sites industriels et de créer un cadre plus favorable pour le verdissement à l'industrie. Et donc, pour justement évoluer vers ce travail du développement durable, monsieur le maire de Toulouse, il faisait allusion avec des projets de décarbonation nombreux qui sont également à financer. Donc on voit bien qu'il faut à la fois des financements, mais il faut aussi un cadre juridique qui permette de déployer ces nouveaux outils. Merci Monsieur le Préfet, merci Madame Delga, merci Monsieur Moudeng, merci de votre participation à cette table ronde enrichissante effectivement sur la situation de l'Occitanie et l'attractivité du territoire. On va désormais passer à la signature, une signature formelle entre... Voilà, on va les applaudir déjà. Bien sûr. Merci, bravo. Alors on va demander à Pierre-Olivier Naud de nous rejoindre sur scène.
Monsieur le préfet, on vous mobilise encore un petit peu. On va libérer monsieur le maire président et madame la présidente de région qui vont repartir encore sous les applaudissements. On ne les a pas assez applaudis. Voilà. Avec cette chaleur toute occitane. Tandis que monsieur le préfet se munit de son stylo fétiche. C'est important. C'est ici que ça se passe. Pierre-Olivier, vous pouvez prendre un des micros à votre disposition. Bien, d'abord, merci beaucoup pour votre présence encore, cher Carole Delga, cher Jean-Luc Moudenc. Je pense que vous êtes partis. Je voudrais quand même souligner qu'on a un travail de dialogue extrêmement riche avec la métropole sur les questions de développement économique, comme avec la région, mais la région, ça se passe plus avec Sophie Garcia et le MEDEF Occitanie. Et on est une métropole dans laquelle le dialogue est assez riche. Donc Jean-Luc, je voulais le souligner à ton attention également, te remercier pour ça et dire également à Carole Delga et son équipe, si elle est encore là, et à vous, monsieur le préfet, que plus le dialogue sera riche et la communication sera permanente entre toutes les collectivités, nationales, régionales, locales, mieux on a de chances de réussir, nous, et on risque pas d'être des victimes collatérales, notamment sur le plan fiscal. Voilà, nous sommes réunis désormais pour 2 minutes de signature. Valérie et moi-même à votre côté, monsieur le préfet, puisque vous nous confiez avec confiance, c'est le cas de le dire, une mission d'accompagnement pour l'inclusion par l'emploi, notamment dans le cadre de notre présence dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Merci infiniment de votre confiance. Cette délégation fait l'objet d'un contrat qui est signé chaque année. Et c'est la raison pour laquelle, désormais, nous allons signer le contrat pour l'année courante. Merci, Boris. Je vais le signer avec Valérie. Oui, en tant que co-leader, justement, des entreprises qui s'engagent pour toute cette partie par rapport à la Convention, il y a aussi Alain Faury qui est là, qui représente Airbus, puisqu'on est tous les deux co-leaders, justement, de cette convention, en fait, de cette signature. Et voilà, donc, je voulais aussi présenter, et Vincent qui fait partie aussi justement des déterminés. Et on est tous ensemble pour aider justement toutes les personnes qui sont dans des quartiers un peu en difficulté, pour être là pour les inciter et les encourager à venir soit créer une entreprise, soit venir dans nos emplois parce que c'est quand même mieux de venir travailler que de rester sans échanges sociaux. Voilà. Oui, moi je voudrais vous remercier le MEDEF d'être très engagé dans ce dispositif. Les entreprises s'engagent, remercier les signataires, évidemment, qui sont ici rassemblés. Je crois que c'est quelque chose de très important que de s'intéresser à nos quartiers. Trop souvent, malheureusement, et l'actualité récente l'a montré, on retient des troubles ou des actions délinquantes réelles contre lesquelles l'État lutte, bien évidemment. Mais je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste proportion. Je vais parler clair. Les émeutes que nous avons connues ces temps derniers à Toulouse ont mobilisé au plus haut environ 150 personnes. Les habitants des quartiers sur Toulouse, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Voilà. Et vous avez dans ces foyers, dans ces quartiers, je me permets de le dire aux chefs d'entreprise, un vivier, une richesse de talents et de jeunes mobilisés qui souhaitent s'engager, qui souhaitent participer à la vie économique du pays, un vivier qui est tout à fait réel. Alors il faut évidemment être accompagné, les détecter, arriver à leur permettre d'accéder, enfin de créer ce lien entreprise et candidat à l'emploi. Mais il y a là, je crois, de très belles opportunités. Et quand on voit des acteurs économiques comme vous l'êtes s'engager et justement aller vers cette démarche d'accompagnement, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, estimable. Et donc, je me permets de le saluer, de vous exprimer aussi la gratitude de l'État pour cela. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Je dois vous dire que
La plupart des chefs d'entreprise qui sont ici sont engagés effectivement, notamment dans ce genre de mission. Et un chef d'entreprise qui accompagne un jeune qui porte un projet, c'est un peu le cœur qui parle au cœur. Et c'est avec beaucoup d'honneur et vraiment de bonheur qu'on accomplit cette mission. Merci de votre confiance encore une fois. Je propose qu'on procède à la signature. Valérie et moi allons co-signer à votre côté. On a un photographe qui est venu exprès avec son iPhone pour immortaliser le moment. Ça, c'est remarquable. Il n'y a que 19 pages, donc c'est pas... Mettez les initiales, ça ira plus vite. Voilà, mission accomplie, il n'y a plus qu'à faire. Merci encore, bravo, merci beaucoup. On se fait une pause de quelques secondes, le temps d'attaquer la prochaine keynote. À tout de suite. Vous avez besoin du pupitre pour la keynote, on est d'accord? Comme vous voulez, ou le micro, le pupitre. Non, mais